Hello les fans agilistes, aujourd'hui ça va être un épisode dédié au Product Backlog. Alors oui, on avait fait une vidéo sur le Product Backlog, mais aujourd'hui c'est un peu spécial, c'est comment démarrer son Product Backlog. Et je suis assez étonné parce qu'il y a beaucoup d'équipes en fait qui ont du mal à démarrer ce Product Backlog. Ça paraît simple quand on lit 2-3 articles et au final, c'est pas si simple que ça. Donc on va voir justement dans cet épisode comment bien démarrer son Product Backlog. N'oubliez pas, si vous voulez voter pour les prochains sujets de la Minute Agile, n'hésitez pas à aller dans l'onglet Communauté, c'est à vous de voter. Et les sujets que je vais traiter seront les sujets que vous aurez votés. Donc plus vous votez sur les sujets que vous désirez, plus vous avez de chances de les voir arriver. Et donc maintenant, on va regarder un peu comment démarrer notre Product Backlog. Let's go! Ladies and gentlemen, here it is. Alors en effet, quand on accompagne des équipes, surtout des équipes qui se lancent en agile, et parfois même des équipes qui ont fait de l'agile, mais sur un contexte différent, on s'aperçoit que le démarrage du Product Backlog est très difficile. Heureusement, pas de panique, il y a évidemment des solutions à ça, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Premier élément important, déjà définir les différentes couches qu'on peut avoir dans notre Product Backlog. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, il y a des termes qui existent. On a les termes d'épique, on a les termes de thème, on a les termes de feature, on a les termes d'items, blablabla, blablabla, et ça fait beaucoup de monde. Et au début, c'est pas toujours simple de se retrouver là-dessus. Et pas de chance, pour ces différents termes, il y a différentes définitions. En général, ce qui se fait, c'est d'avoir deux couches pour le Product Backlog. Donc, une couche en haut qui est soit ce qu'on appelle les épiques, soit ce qu'on appelle les thèmes. Certains appellent ça des grosses features. Donc pour vous, le plus important, c'est de bien définir le nom et de bien définir ce que représente ce concept. Au passage, d'ailleurs, certaines équipes utilisent 3 couches, qu'on avait vu d'ailleurs dans la première vidéo du Product Backlog l'année dernière. Moi, je vais partir ici sur 2 couches, c'est plus simple. Pour autant, si vous voulez partir sur 3 couches, il n'y a rien qui ne vous l'interdit. Donc en haut, voilà, on a défini, on a notre couche, thème, ou épique, ou feature. Nous, dans cette vidéo, on va parler de feature, qui va représenter évidemment les grosses features. Rien ne vous interdit d'utiliser le terme épique ou thème. Et si jamais vous êtes dans un très gros projet, vous pouvez rajouter une couche supplémentaire au-dessus qui s'appelle la couche thème, qui regroupera en fait un certain nombre de features autour d'un contexte similaire. Quand je parle d'un gros projet, ça va être plutôt un projet par exemple avec 4-5 équipes autour du même produit. Et ensuite, la couche inférieure, on va utiliser un autre terme. Celui-là est plutôt bien compris, qu'on va appeler les items, parfois appelé également éléments, terme qui vient du Scrum Guide, mais item est souvent le plus utilisé. Et dans les items, on a différents types d'items. Il y a des équipes qui vont utiliser que des user stories, mais il y en a d'autres qui vont utiliser des tâches techniques, il y en a qui vont utiliser des spikes, etc., etc. Bien évidemment, dans cette vidéo, on va voir les différents types. Et les sous-tâches techniques. Alors attention, normalement, les sous-tâches techniques ne font pas partie du Product Backlog, mais comme en général, sur les logiciels, le Product Backlog et le Sprint Backlog sont associés, on met évidemment nos sous-tâches techniques dans le backlog. Si certaines équipes se sentent plus à l'aise de découper directement leurs sous-tâches en sprint planning, il y en a d'autres qui vont plutôt le faire en refinement, donc avant la réalisation, parce que ça va les aider à faire l'estimation. Honnêtement, là-dessus, j'ai pas forcément de conseils à donner, c'est plutôt à l'équipe de développement de décider comment elle réagit par rapport aux sous-tâches, car sur certains projets, elles ont vraiment besoin d'avoir ce niveau-là pour commencer à avoir une réflexion personnelle avant même la phase de réalisation. Tout cela va dépendre de la complexité du produit sur lequel vous travaillez. Donc maintenant qu'on a vu les différentes couches, on va voir ce qu'on met un peu à l'intérieur de ces couches. Donc, comme je le disais, si jamais vous êtes sur un très gros projet, vous pouvez avoir le concept de thème. Le thème représente en fait un simple label, il ne faut pas aller plus loin. Donc, par exemple, si vous êtes sur un site e-commerce, votre thème, ça va être panier, qui va donc contenir l'ensemble des user stories qui ont un impact au niveau du panier, et on pourra en avoir d'autres, mais c'est un simple label, n'allez pas plus loin. Pourquoi faut pas aller plus loin? Si vous commencez à mettre des règles métiers à l'intérieur de vos thèmes, vous allez être très embêté parce qu'il va falloir les remettre ensuite dans les user stories qui sont tout en bas, en omettant que les sous-tâches techniques qui, elles, parlent que d'implémentation. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si un jour on doit modifier une user story ou une règle de gestion par rapport à des feedbacks ou parce qu'on a découvert quelque chose de nouveau, il va falloir modifier partout, que ce soit au niveau du thème, des user stories, et évidemment, ça amène facilement à l'erreur. Donc, on recommande vraiment de ne mettre qu'un label au niveau du thème. Le plus important, en fait, c'est surtout d'avoir un gros groupement. Et donc, pour ceux qui n'utilisent pas cette couche ou pour ceux qui l'utilisent en deuxième couche, la partie Epic Feature
ou thème pour ceux qui n'utilisent pas la fameuse couche au-dessus. Ça va être exactement pareil, on va mettre un simple label de façon à montrer un peu le regroupement qu'on aura de ces fameuses user stories. Dans le même cadre, on recommande de ne pas mettre de règles métiers, surtout dans cette deuxième couche ou cette première couche pour les produits non complexes. C'est vraiment une recommandation pour la même raison que j'ai cité par rapport au point précédent. En revanche, à ce niveau-là, si vous avez des idées, c'est un début de maturation qui sont plutôt une sorte de découpage, pourquoi pas. Ah, tiens, il y aura peut-être cette feature. Vous pouvez évidemment utiliser les commentaires si vous utilisez un outil numérique, de façon à vous mettre des petits rappels pour la maturation de vos différentes user stories. Rien ne vous l'empêche, c'est toujours mieux de centraliser sur un même outil que d'aller utiliser 3 outils différents. Et maintenant, on passe à la dernière couche, donc la couche des items, qui est soit votre deuxième ou soit votre troisième couche. Et là, en revanche, évidemment, les items doivent être complets et doivent contenir l'ensemble des règles de gestion, mais pas seulement, parce que vous allez également avoir l'ensemble des éléments nécessaires pour pouvoir tester le travail à réaliser. On prend l'exemple d'une user story. Une user story, donc, c'est la représentation d'un besoin. Et dedans, évidemment, il y aura les règles de gestion, mais il y aura également tous les éléments nécessaires pour s'assurer que l'équipe de développement pourra parfaitement tester le travail à réaliser, parce qu'elle saura exactement les comportements qui sont attendus en résultat. Cependant, il faut faire attention, il faut vraiment essayer de faire un effort pour que vos user stories soient indépendantes les unes des autres et de ne pas penser continuellement de façon séquentielle comme on le faisait dans les méthodes traditionnelles. Une user story, il faut qu'elle soit indépendante. Ça sera beaucoup plus facile pour l'équipe de développement de savoir comment répondre à l'objectif du sprint et d'être capable évidemment de tester chacun des points indépendamment des uns des autres. En revanche, il y a d'autres équipes qui vont avoir des besoins un peu différents, qui vont utiliser par exemple des tâches techniques pour faire un peu les prérequis techniques. Par exemple, installation d'une base de données, 81% de nos user stories vont avoir besoin de cette base de données. Donc, on va faire une tâche technique dans cette couche de façon à se dire, on va installer une base de données. Et d'autres équipes vont préférer tout mettre au sein des user stories. Alors, ce chose se fait en général, surtout au niveau des équipes Scrum, où les équipes vont décider si elles mettent tout dans les user stories ou si elles détachent les prérequis techniques dans un autre type d'item. Il y a quelques écoles qui disent qu'il faut avoir que des user stories, d'autres qui sont pour ce fameux concept de stéréotype. Moi, particulièrement, je vous recommande de faire celle qui vous paraît la plus adaptée. Le choix se fait généralement par rapport aux équipes. Si elles ont du mal à estimer, oui, d'accord, mais sur ces 5 user stories, les 5 ont besoin de la base de données. Où on met notre point d'effort? Est-ce qu'on met notre point d'effort par rapport à l'installation de la base de données sur cette user story-là ou celle-là? Et souvent, ce type de choses peut amener de la confusion au sein des équipes. Donc, si les équipes n'arrivent pas à gérer juste avec les user stories et sont bloquées par ce type de problématique, dans ce cas-là, vous pouvez parfaitement envisager d'utiliser ces fameuses tâches techniques ou que vous pouvez appeler prérequis techniques. D'autres équipes vont utiliser le spike, qui a une notion un peu particulière. C'est qu'on va dire, on va se donner 2 jours, par exemple, pour répondre à une hypothèse et essayer d'avoir un résultat à cette hypothèse. Ça peut être, par exemple, quel type d'outil est utilisé pour un moteur de recherche. Pour les data scientists, ça peut être la recherche de données pour savoir est-ce qu'il y a des données qui sont exploitables, etc., etc. Si jamais vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur ce type d'item que vous pouvez parfaitement rajouter dans votre backlog, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le spike qui va vous expliquer concrètement ce qu'est le spike et qui peut énormément vous aider également dans votre product backlog. Alors après, vous pouvez naviguer dans nos playlists. On a fait plein de choses autour des user stories, comment les découper, comment les créer, des astuces aussi dans leur gestion. Mais en tout cas, à présent, vous devez mieux voir un petit peu comment démarrer votre product backlog. Il y a également un atelier qui est vraiment très intéressant, qui permet aussi de créer son premier product backlog, qui s'appelle le story mapping. Si jamais vous ne connaissez pas, allez voir notre vidéo sur le sujet, qui est très complète et qui vous explique en détail comment faire votre story mapping, qui est vraiment un atelier efficace pour démarrer son product backlog. Voilà, si vous avez des questions, il y a les commentaires en bas. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode de La Visite Agile.